Ok, donc on va commencer par finir juste le petit bout de cours sur la mécanique, enfin ce qu'on a fait ce matin, donc trajectoire gravitationnelle, etc. Il nous restait simplement à faire la loi des airs. Enfin, il nous restait mille choses à faire, mais on va faire juste la loi des airs. Donc, vous savez que si vous avez le Soleil et la Terre, par exemple, ou n'importe quelle planète, vous mettez P comme planète, il y a une trajectoire elliptique autour du Soleil, le Soleil étant un des foyers. Alors l'excentricité est beaucoup plus faible que ça en réalité dans le système solaire, mais enfin peu importe. Kepler a réalisé, c'est assez remarquable qu'il l'ait réalisé d'ailleurs, a réalisé que pendant un intervalle de temps delta t, quel que soit delta t, la surface balayée par la planète dans le plan de son orbite est la même où qu'elle soit sur son orbite, enfin pour le même delta t. C'est-à-dire la surface ici, S balayée, c'est simplement une fonction de delta t, pas une fonction de où elle se trouve. Et ça permet qualitativement de comprendre, enfin, ça va avec le fait que plus le corps est proche du Soleil, plus il va vite, en vitesse linéaire, puisque pendant le même delta t, il doit parcourir la même aire ici que là, et par conséquent, il faut qu'il se déplace moins vite là que là. Pour que cette aire-là soit la même que celle-là, il faut évidemment que l'arc ici soit plus long que celui-ci. On est plus proche du Soleil là que là. Bon, alors ça, c'est un constat observationnel qu'a fait Kepler. C'est absolument remarquable. Ah, sérieux, il a fait en observation. Et la loi de Newton explique ça de façon totalement triviale, par conservation du moment cinétique, tout simplement. Parce que si je calcule d de sigma, enfin non, si je calcule, pardon, sigma au point S pour la planète, son moment cinétique, par définition, c'est SP vectoriel MV, mais V, c'est D de SP sur DT. Je peux écrire R, je vais l'écrire comme ça, R, donc M, R, vectoriel, DR sur DT. Oui, c'est ça. Maintenant, quelle est la surface balayée lorsqu'on se déplace de dt? Alors on va supposer que c'est grossi, on va dire qu'on s'est déplacé de dt ici. C'est une ligne droite du coup. Du coup là, voilà, c'est... Bon, en fait, je vais refaire un dessin. On va vous embrouiller. On va refaire un dessin, on a S, la planète est quelque part, et pendant dt, elle parcourt VDT ici. Quelle est la surface balayée? C'est un demi de RVDT. Voilà, très bien. Cette surface-là, donc là on a un triangle en fait, hein, parce que pendant un intervalle de temps infinitésimal, ici, on peut assimiler l'arc à une droite. Donc on a un triangle qui est la moitié de celui-là. Donc l'aire balayée ici, c'est un demi de l'aire de ce parallélogramme. C'est quoi l'aire d'un parallélogramme?
Il y a l'angle qui intervient. L'aire d'un parallélogramme porté par le vecteur A et le vecteur B, eh bien, c'est simplement la norme de 1 vectoriel B. Tout le monde sait ça? Tout le monde voit ça? Même les chimistes? Vous voyez tous ça? L'aire d'un parallélogramme porté par deux vecteurs A et B, c'est A vectoriel B? Non? Non, A stellaire B. Non. Non, vectoriel B. Il faut le savoir, ça. Il faut le savoir, sinon ça se retrouve, bien sûr, ça se démontre très facilement. Ce parallélogramme, il a la même aire que celui-là. Ouais. Le petit bout qu'il y a en moins là et en plus là, donc c'est le même. Or, ce rectangle-là, du coup, c'est facile de connaître son aire. C'est sa longueur fois sa largeur. La longueur, c'est A, la largeur, c'est ça. Et donc, si là, il y a B, et qu'ici, il y a θ, enfin, on va dire plutôt, là, il y a θ. Ici, c'est, alors, si là, il y a θ, c'est B fois sinus, non, pardon, fois cosinus de cet angle-là. Donc, fois cos de θ moins pi sur 2. Vous êtes d'accord avec ça? Θ, c'est l'angle entre A et B. Donc, le petit angle là, c'est θ moins pi sur 2. Et c'est sinus θ. Et cos de θ moins pi sur 2, c'est sin θ. Donc, l'aire de ça, c'est AB sin θ. Eh bien, c'est bien la norme du produit vectoriel. Donc ça, c'est bien à savoir. Hein. L'aire d'un parallélogramme porté par deux vecteurs, c'est la norme du produit vectoriel des deux vecteurs. Du coup, l'aire balayée ici par la planète, c'est la moitié de l'aire du parallélogramme. Et le parallélogramme, il a, pour le premier vecteur, c'est R, et le deuxième, c'est VDT. Et c'est la norme de ce produit vectoriel. Bon, ben voilà. Oui, c'était même pas la peine d'écrire ça. On a ça qui est égal à une constante. R vectoriel V, ça, c'est constant. Donc sa norme est constante. Et donc, ds, c'est 1/2 d'une constante fois dt. Et donc ds sur dt égale constante. Donc ça, c'est des centaines d'années d'observation, de comprendre que, d'abord de comprendre que les planètes tournent autour du Soleil, et d'essayer d'évaluer la distance et les angles, et de voir que c'est elliptique, mais que néanmoins, donc ça ne va pas à vitesse constante, que ça va plus vite quand on est plus proche et moins vite quand on est plus loin, mais que si on calcule l'air, j'ai y pensé, en fait c'est la même, c'est un truc de fou, en fait c'est une ligne. C'est juste la conservation du moment cinétique. La définition de l'air, c'est ça. La définition de l'air, c'est ça. D'accord? C'est juste la définition. Et ça, c'est le moment cinétique. Donc voilà. Une fois qu'on a compris un petit peu la physique, des choses complexes deviennent totalement immédiates. Donc c'est beau. Et il faut le savoir, bien sûr. Donc la conservation du moment cinétique nous dit, c'est ce qu'on a vu ce matin, que le mouvement est plan, puisque ce vecteur qui est orthogonal à R et à V est toujours le même, donc R et V sont toujours dans le même plan. Et 2, ça nous dit ça nous dit la loi des ailes. Alors il y a l'autre loi de Kepler qu'il faut qu'on énonce quand même, que vous connaissez je pense, la loi qui relie la période voilà, au demi-grand axe ou au grand axe de l'ellipse, c'est-à-dire de la trajectoire. Je vais passer ça.
Alors, on va l'établir dans le cas d'un mouvement circulaire, mais ça marche dans tous les cas, ça se montre sur l'ellipse si on veut. Allons-y. C'est juste un PFD en fait. Pardon ? C'est juste un PFD qu'il faut faire. Oui, c'est juste une relation fondamentale de la dynamique. Alors, trajectoire circulaire. Par exemple, un satellite autour de la Terre ou une planète autour du Soleil, si tu veux. Donc je mets un centre O en fait. Je mets un corps de masse M ici. Comment relier le rayon? Je vais l'appeler petit a. Ça permettra de généraliser quand ce n'est pas un cercle. Ce sera le demi-grand axe de l'ellipse. Pareil. Et alors mon cercle, il est moyen, mais bon, bref. Comment relier A à la période grand T de révolution ou à la vitesse angulaire, c'est pareil, oméga égale 2pi sur T, et pendant qu'on y est, à la vitesse le long de la trajectoire. Donc si c'est un cercle, la vitesse est toujours la même, sinon ça accélère quand c'est plus près d'après la loi des airs qu'on vient de voir. Alors comment faire ça? Donc il y a deux façons de le faire. Soit on travaille dans le référentiel galiléen, dans lequel le centre ici est au repos, soit on travaille dans le référentiel tournant, c'est au choix. Alors dans le référentiel, on va faire les deux, mais enfin c'est... Dans le référentiel galiléen, le nœud tergal, vous voyez, enfin, si c'est la Terre et un satellite, par définition c'est le référentiel géocentrique, approximé en tant que référentiel galiléen. Alors, on a un corps en mouvement circulaire uniforme. Donc son accélération est centripète et vaut V2 sur R. Oui. On en avait déjà parlé, mais je comprends pas d'abord la différence référentiel géocentrique et référentiel terrestre. Ah, le référentiel terrestre, c'est le référentiel de la Terre en tant que corps solide. Donc il tourne avec la Terre. D'accord ? Là, on est dans le référentiel terrestre. Ça, c'est le référentiel terrestre. La pièce, c'est le référentiel terrestre. Le référentiel géocentrique, c'est un référentiel dans lequel le centre de la Terre est au repos et qui est galiléen. Vous supposez, alors, enfin, la définition c'est et avec trois axes qui pointent vers des étoiles fixes. Elles ne sont pas fixes, mais vu d'ici, elles sont fixes. Voilà. Et celui-là, il se trouve qu'il est quasiment galiléen. Alors, bien sûr, la Terre tourne dans ce référentiel-là. Sur elle-même. Dans le référentiel géocentrique, la Terre tourne sur elle-même. Avec une... Dans le référentiel terrestre, non, elle est immobile par définition. Ouais. Voilà. Alors la vitesse angulaire de rotation de la Terre sur elle-même, dans le référentiel galiléen, dans le référentiel terrestre, faites attention, c'est pas 24 heures. C'est le jour sidéral. Pas confondre le jour solaire et le jour sidéral. Bon, on voit ça après. Ça me rappelle un clapet blanc. Ouais. Alors, dans le référentiel galiléen, mouvement circulaire uniforme, on a toujours MA égale somme des forces. Il n'y a qu'une seule force, donc la force est moins G, masse du corps central, je l'appelle grand M, masse du petit corps dont on parle, divisé par R2, UR. Que vaut l'accélération? Pour un mouvement circulaire uniforme, l'accélération c'est moins V2 sur R, UR. Donc ça fait moins M V2 sur R UR, qui est égal à ça. Et par conséquent, eh bien, on a V2 qui vaut G grand M sur R. D'accord?
vos racines de m sur r. Enfin, comme vous... Attendez, non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Oui, ok. Bon, enfin voilà. Donc voilà la vitesse du mouvement circulaire autour d'un corps de masse grand M de rayon R. Plus le rayon est grand, plus la vitesse est petite. C'est-à-dire qu'un corps, un satellite en orbite lointaine a une vitesse plus faible qu'un satellite proche. D'accord ? Ok. Vous connaissez la vitesse des satellites autour de la Terre? L'une exclue. Pour une orbite basse? Parce que ça dépend de la distance. Mais pour une orbite basse, c'est-à-dire en fait une altitude négligeable devant le rayon de la Terre. Oui? Je ne sais plus à quelle hauteur elle est ça, c'est. Ouais, c'est ça, c'est une orbite basse, ouais. Elle fait 400 km. Elle se fait une vingtaine de tours orbitaires par jour. Une trentaine de tours. Ouais, ça prend 1h30 de faire le tour. 90 minutes, en fait. Oui, c'est une trentaine. Ouais, c'est 24 heures. C'est beaucoup. Enfin, à peu près, hein, parce qu'il faut prendre en compte en fait que la Terre tourne aussi pendant ce temps-là. Dans le référentiel géocentrique, la Terre Et tourne dans aussi. le même sens? Ou dans le sens... Ah bah on peut faire tourner un satellite comme on veut autour de la Terre. C'est 400 km, c'est ça? La station spatiale, ouais, enfin, ça varie entre 350 et 420. Enfin, en général, plutôt 380, je dirais, probablement en moyenne. Et donc la station, 400, c'est... la station elle tourne en phase avec la rotation de la Terre ou, Oui, alors sur un plan incliné, Ok. si ça c'est l'équateur, donc l'axe d'épaule vertical comme ça, elle tourne avec un angle comme ça. Ok. Pourquoi elle tourne avec cet angle en particulier? Alors d'abord, enfin, ça permet d'explorer, du coup, y compris des régions plus polaires. Enfin, c'est-à-dire, si vous tournez comme ça, vous ne verrez jamais ce qu'il y a là. Si vous tournez comme ça, vous pouvez le voir un peu. Mais enfin, c'est pas obligé. Si vous voulez vraiment couvrir toute la Terre, le mieux c'est même d'avoir une orbite qui passe au-dessus des pôles. Et là, la Terre tourne en dessous de vous. Quoi. Comme ça, vous balayez la Terre, comme ça, vous voyez chaque point de la Terre de la même façon au nadir à chaque instant. Et du coup, là, Mais sinon, pourquoi aussi? C'est parce que ça coûte moins d'énergie. En fait, l'angle optimal qui vous coûte moins d'énergie quand vous envoyez correspond à la latitude d'où vous lancez. on l'a lancé du coup de la Floride. Ben, on essaye de lancer toujours au plus près de l'équateur, parce qu'on bénéficie de la force centrifuge de la Terre, en fait, déjà. Ça, c'est déjà une vitesse qu'on a gratuitement, quoi. Le satellite, même au sol, il se déplace déjà à la vitesse de la Terre. C'est pour ça que de faire une orbite rétrograde, c'est possible. Il faut mettre plus d'énergie, parce qu'il faut compenser déjà, pour rattraper la vitesse de la Terre, plus rajouter ce qu'il faut pour que ça tourne. Donc, ça coûte plus cher. Mais Il y en a des satellites comme ça? oui, il y en a quelques-uns, mais la plupart, évidemment. Je pensais qu'on lançait des fusées aussi proches de l'équateur, parce que justement c'était là où j'ai. Ah non, c'est surtout qu'on gagne, on a la vitesse, on gagne en force centrifuge. L'essentiel de l'énergie, ça il faut avoir réalisé ça, l'essentiel de l'énergie qu'on donne à un satellite pour le satelliser, c'est pas pour s'affranchir de l'attraction terrestre, c'est pour lui donner la vitesse orthoradiale, tangentielle, suffisante pour qu'il ne retombe pas. Le fait de s'éloigner de la Terre, c'est pas grand-chose. Simplement, plus on est loin, plus il faut plus on va loin, il faut tourner vite. Mais enfin, après, pour aller vraiment loin, ça prend un peu d'énergie. Il faut lutter contre plus le pesanteur. Enfin bref, il y a ce bilan, on ne va pas le faire. Si vous tombez dans les exercices, c'est des choses assez classiques de jouer avec ça. Mais... Bon, ok, donc on a V qui vaut ça. Alors, que vaut la période de révolution du satellite maintenant? Eh bien, T, c'est le temps qu'il faut pour faire un tour complet. Faire un tour complet, c'est faire 2 πr. À la vitesse V. Donc voilà ce que c'est. 2 πr sur V.
et ben voilà. Alors donc on a V qui vaut 2πr sur T, et donc ici on a 2πr sur T le tout au carré, qui vaut Gm sur R. Sur R. Et donc on a T2. Ah, j'ai dit que mon R il s'appelait A en fait tout à l'heure. Enfin, ça y est, vous avez changé. Désolé. J'ai changé en cours de route. Donc on a. Alors, on a oui, T2 sur A cube qui vaut 4π2 sur Gr. Ou si vous préférez, A cube sur C2 qui vaut Gm sur 4π2. Voilà. Alors ça, c'est une autre loi de Kepler. Je ne sais pas si ça s'appelle la deuxième ou la troisième. Bon, la première, c'est que les trajectoires des planètes sont des ellipses, enfin, sont des coniques, et donc si elles sont carrées, c'est des ellipses. Enfin, pour les planètes, c'est des ellipses. La deuxième, donc ça, c'est, je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est Je crois que c'est la loi des airs. Ah, la loi des airs, c'est la deuxième, et donc ça, ce serait la troisième loi, qui dit que, si vous, enfin, ça c'est une constante. Tous les satellites qui tournent autour du même corps, donc de même masse m, ont un rapport rayon au cube, ou demi-grand axe au cube, divisé par la période de carré égale constant. C'est la même pour tout le monde. Ce qui est assez remarquable, mais ce qui, encore une fois, tombe en une ligne, ou deux, si on connaît la loi de Newton. C'est une conséquence immédiate de la loi de Newton, de la loi de gravitation universelle. Donc c'est sûr que quand on arrive à établir cette loi de la gravitation et qu'on voit que toutes ces conséquences immédiates sont tout ce qu'on connaît, ce qu'on a observé depuis toujours dans le système solaire, on se dit que c'est sans doute correct. L'immense succès, l'immense renommée de Newton est simplement parce que c'est comme ça. Alors, comme vous savez, en fait, il faut corriger un petit peu cette loi de gravitation, prendre en compte les effets de courbure de l'espace-temps. Ça, c'est la relativité générale. Mais c'est vraiment des micro-corrections qui sont complètement... qui ne sont pas du tout au programme et qui, même au sein du système solaire, sont vraiment quasiment négligeables. Sauf pour la planète Mercure, comme vous savez, où on avait constaté petit changement de son orbite, du périhélie de son orbite au cours des âges, très 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 faible, qui avait pu être mesuré, et qui est convenablement prédit, enfin, ou rétro-prédit par la relativité générale. Bon, c'est tout. Donc on a dit on disait quoi? On reste au cinétique. Non. Référentiel tournant. Faire le... Jour stellaire et jour... Oui, jour stellaire. Parce que maintenant, quelle est l'altitude d'un satellite géostationnaire? Autour de 34 000. Alors, donc exercice classique, c'est l'exercice 10. Ah non, pardon, là on l'a fait dans le référentiel galiléen. Si on le fait dans le référentiel tournant, dans le référentiel terrestre, on a MA égale somme des forces, toujours, mais cette fois, dans le référentiel, je dis terrestre? Non, pardon, dans le référentiel tournant, avec le satellite. C'est la Terre qui tourne, en fait, c'est ça? Qui tourne autour du Peu importe si la Terre tourne. Non, j'ai la Terre et j'ai un satellite qui tourne autour, qui a un mouvement circulaire, et je me mets dans le référentiel tournant avec le satellite. Ce qui fait que le satellite, il est au repos. Le référentiel tourne avec. Donc A égale 0. Il est à l'équilibre, ce corps. Simplement, j'ai deux forces maintenant. J'ai toujours moins GMM sur R2 UR, la force de gravitation, plus la force centrifuge. Et la force centrifuge, c'est M oméga 2, vitesse du référentiel, donc du satellite, vitesse angulaire du satellite dans le référentiel géocentrique, fois R UR. Enfin, oui, A, merci. Et là aussi, c'est A, carré.
Et ça, là, ce oméga, c'est V sur R. Enfin, V sur 1. Donc là, en fait, tout ça, c'est M R2 sur 1. Enfin, V2 sur 1. Et on retrouve exactement la même loi qu'avant. Donc, se mettre dans le référentiel tournant en incluant la force centrifuge, et du coup il n'y a pas d'accélération, ou bien se mettre dans le référentiel galiléen, du coup il n'y a pas de force centrifuge, mais il y a une accélération centripète, c'est exactement pareil, puisque justement la force centrifuge, c'est moins m fois l'accélération centripète dans l'autre référentiel. Bon bref, donc on trouve pareil, et c'est pas la peine de le refaire. Alors ensuite, on a dit le jour sidéral et le référentiel géocentrique. Les satellites géostationnaires. Donc, jour sidéral, jour stellaire. Vous avez le Soleil, vous avez la Terre qui tourne autour du Soleil, selon une trajectoire quasi circulaire, un petit peu excentrée. Savez-vous à quel moment de l'année la Terre est plus proche du Soleil? En hiver. Et qui... C'est le 21 septembre. 3 ou 4 janvier, je crois. Alors, la Terre, donc là, je décide, le plan du tableau est supposé être le référentiel galiléen. Donc, le référentiel héliocentrique. Centre du Soleil au centre, et ça pointe vers des étoiles fixes. La Terre tourne sur elle-même. Donc, si je matérialise un axe comme ça sur la Terre, elle a fait un tour complet quand elle est revenue comme ça. Donc ça, c'est la définition du jour stellaire. C'est une révolution complète par rapport aux étoiles, c'est-à-dire dans le référentiel héliocentrique. Donc ça, c'est un jour stellaire. C'est θ dans le référentiel héliocentrique, je vais mettre S comme soleil ou stellaire, pareil, égale 2π. Mais pendant que la Terre tourne sur elle-même, elle se déplace sur son orbite. Donc en fait, une fois qu'elle a fait un tour, non, elle n'est plus là, maintenant elle est là. Alors je vais exagérer le mouvement. On va dire une fois qu'on a fait 100 tours, ou 30 tours, en fait la Terre maintenant elle est là. Quand elle a fait exactement un nombre de tours entiers, ça pointe, enfin l'axe ici qu'on avait pris comme référence pointe par là. Mais, oui, alors j'aurais mieux fait de le faire. Je vais prendre cet axe-là. Je vais prendre, voilà, l'axe qui pointe vers le Soleil, là. Donc là, maintenant, après un nombre de jours entiers, il pointe par là. Nombre de jours stellaires entiers. Mais ça ne pointe plus vers le Soleil. Donc là, il est midi. Si vous tournez sur place, là il est à nouveau midi, puis à nouveau midi, puis à nouveau midi. Là, il n'est pas encore midi. Il est un peu moins que midi. Il sera midi là. Ouais. Donc, quand la Terre fait un tour entier sur elle-même par rapport aux étoiles, elle a fait un peu moins d'un tour entier par rapport au Soleil. Alors, de combien moins? Eh bien, c'est simple. Une fois qu'elle aura fait 1 an, elle aura fait un certain nombre de tours par rapport aux étoiles, et elle aura fait un tour de moins par rapport au Soleil. Ça fait 24 sur 365. Donc ça fait 24 heures sur 365 jours, 25 d'écart. Est-ce que vous le voyez? Oui? Bon. Donc on va calculer ça. Le point clé, c'est que pour se retrouver dans la même orientation par rapport au Soleil, il faut faire, on le voit là, il faut faire un peu plus qu'un tour complet, il faut faire un petit angle en plus. Donc si j'appelle TS la période sidérale,
c'est-à-dire ça s'appelle le jour sidéral en fait. Et tes jours, enfin non, tes lumières, TL, le jour solaire, c'est-à-dire l'intervalle de temps entre deux passages du soleil au même méridien, par exemple entre deux midis, on a comme relation que 365,25, vous savez que c'est à peu près la durée d'une année en jour, fois tes lumières, je ne sais pas comment dire là, c'est égal à 366,25 T sidéral. Pourquoi un de plus, parce que là vous voyez qu'il faut faire un petit peu plus, après il faut faire encore un petit peu plus, puis après encore un petit peu plus, puis un petit peu plus, et une fois qu'on a fait tout le tour, on a fait un tour complet en plus. D'accord? Donc on a fait une révolution de plus, si on le compte en sidéral, que si on le compte en jour solaire. Bon ben voilà, alors ça, évidemment par définition, c'est 24 heures. Alors vous savez que maintenant on a redéfini la seconde, je ne reviens pas là-dessus, mais enfin bon, ça reste, on l'a défini pour que ça fasse comme si, enfin pour que ça ne change rien, pardon. Donc ça c'est 86 400 secondes. 24 fois 3, 60 fois 60. Et du coup ça c'est combien? Il suffit de le calculer, ça fait donc 86 400 fois 365,25 sur 366,25. Ça doit faire 86 134, 140. Vous avez une calculette là pour qu'on l'écrive proprement? Super. C'était 6,82 fois 6 puissance 4. Combien? Non. Ça doit faire 86 134, je crois. Non, là c'est 86 164,1. 164,1. Bon. Un peu plus. Ok, voilà, donc attention, un jour solaire, c'est 24 heures, mais un jour sidéral, c'est-à-dire une vraie révolution de la Terre sur elle-même, c'est moins que ça. Donc ça veut dire que le vecteur rotation de la Terre, par rapport à un référentiel galiléen, le oméga de la révolution terrestre, c'est pas 2π sur 24 heures, c'est 2π sur ça. Delta, l'axe d'épaule, avec oméga, qui vaut donc 2π sur t sidéral. Et ça fait combien ça? Eh bien ça fait, vous avez votre calculette, donc 2π divisé par ça, là, ça fait presque 10-4, un peu moins de 10-4 radians par seconde. Ça fait 7,3 10-5. 7,3 10-5 radians par seconde. Ok. Voilà. Par conséquent, dans le référentiel terrestre,
on a une force centrifuge. En général, la verticale ne pointe pas vers le centre de la Terre, même si la Terre était sphérique, ce qu'on va supposer. Supposons que la Terre soit sphérique. Je me place dans le référentiel galiléen, c'est-à-dire le référentiel géocentrique. La Terre tourne sur elle-même avec ce vecteur angulaire. Maintenant, dans le référentiel, enfin ce vecteur rotation, dans le référentiel terrestre, j'ai une force centrifuge. Si je suis ici à Paris, là, à peu près à 49 degrés d'altitude, là, lambda en général, on la note à l'altitude, d'accord, voilà. Et je prends un fil à plomb. Il est attiré, en supposant que la Terre soit sphérique, vers le centre de la Terre. Donc j'ai une force qui est le poids de ce corps-là, mg. Mais j'ai une autre force, puisque je suis dans un référentiel non galiléen. Cette autre force, la voici, c'est la force de centrifuge en fait, hein, vitesse angulaire constante. Alors elle est plus petite que ça. Mais bon. Ça veut dire que la somme des forces, c'est ça. C'est ça en fait, la vraie force que ressent le fil à plomb. Et ça pointe pas vers le centre de la Terre. C'est moins décalé quand même. Hein? C'est moins décalé. Alors c'est pas beaucoup décalé, mais alors de combien? Évaluons la différence. Ça, c'est M oméga 2 fois ce rayon-là. Hein, ça c'est grand M et ça c'est H, hein, c'est toujours la fameuse formule de la force centrifuge, M oméga 2 HM. Donc j'ai d'un côté mg et de l'autre côté j'ai ça. Alors le m est le même, donc déjà c'est la même chose pour tout le monde, tous les corps vont pointer de la même façon, parce que la masse inertielle est égale à la masse gravitationnelle, toujours pareil. Et donc oméga on l'a, et là il reste à calculer ça. Alors donc si on est à la latitude lambda, et on va dire qu'on est à la surface de la Terre. Donc on a ici, la longueur ici, c'est le rayon de la Terre fois sinus sur sinus de lambda. Non, pardon, oui, ce qu'on veut c'est ça. Donc c'est le rayon de la Terre fois cosinus de lambda. C'est ça. D'accord? Ça fait m oméga 2, rayon de la Terre. J'ai dit cos de lambda. Voilà. Et donc, on veut comparer à mg avec le g qu'on connaît, mg0. Enfin, qui prend déjà ça en compte, mais comme c'est petit, la différence est négligeable. Donc dans la comparaison, on peut le faire. Bah, calculons ça. Oméga 2 fois R. Alors oméga 2, vous voyez que ça fait 7 au carré, ça fait 49 avec un petit peu plus, on va dire 50, ça ira bien. Donc ça fait 50 fois 10 moins 10, donc ça fait 5 fois 10 moins 9.
Donc oméga 2, c'est à peu près 5 10 moins 9. Et RT, c'est quoi le rayon de la Terre? 6400. 6400 km. Donc c'est 6,4 dit 6 mètres. Donc ça fait 30 et quelques, disons, allez, ça c'était un peu plus déjà, allez, 35, 40, peu importe, fois 10 moins 3, donc 3,5, 10 moins 2. Si on ne s'est pas trompé. À comparer, donc en mètres, seconde moins 2, à comparer à 10. Donc c'est effectivement pas beaucoup. Mais enfin, c'est pas nul. Un petit effet. Il y a un petit effet qui fait que quand on est à l'équateur, on pèse moins, puisqu'on a la force centrifuge qui nous repousse. Tandis que quand on est là, quand on est sur l'axe, il n'y a pas de force centrifuge. Et donc on a le poids plein pot vers le centre de la Terre. Et ici, on est un peu plus léger. Sans compter que par ailleurs, la Terre est oblongue, un petit peu aplatie comme ça. Et donc par ailleurs, on est plus loin aussi du centre de la Terre. Donc on est plus léger pour deux effets. Étant entendu que si la Terre est aplatie, c'est justement pour ça. Une force centrifuge qui fait que si c'était un fluide, ça se mettrait suivant une équipotentielle, comme on l'a calculé ce matin. Alors c'est pas un fluide. C'est le cas pour la mer. Oui, oui, pour la mer. Alors, le problème, c'est qu'il y a la Lune qui fait qu'elle est en train de bouger tout le temps, il y a les marées, etc. Mais si elle était au repos dans un truc qui tourne, oui, elle adopterait une forme qui serait d'équipotentielle. Du coup, le soleil. Donc, il faudrait. Oui, Lune, Soleil, tout ce qui fait des marées fait que, comme la Terre tourne sur elle-même, ça Oui, mais ne le pas soleil, bouger. lui, tout seul, par exemple, il a des. Ah oui, 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 le Soleil est aussi oui, aplati, comme ça. Absolument. Bon. Et on a dit l'altitude du géostationnaire, donc c'était l'exercice 10, là, enfin peu importe. Est-ce qu'on peut, aussi on va quand même la poser la question, est-il possible qu'un satellite se trouve toujours à la verticale d'un même point A situé sur la surface de la Terre? Oui. Si oui, alors, enfin, oui, est-il possible? Oui. Donc, vous dites oui. Pourquoi? Comment? Et est-ce que c'est vrai pour tous les points? Est-ce qu'il est possible qu'un satellite soit à la verticale de Paris? Non. Non. Alors, où il est possible d'être à la verticale d'un point et de ne pas en bouger? À l'équateur. À l'équateur, absolument. La Terre tourne sur elle-même autour d'un axe que je représente ici vers le haut, enfin il n'y a pas d'orientation particulière. Vous savez que cet axe est orienté par exemple par rapport au plan de révolution de la Terre, de la Terre autour du Soleil. Il y a aussi la rotation. Donc, pour être toujours au-dessus d'un point sur l'équateur, donc je fais une coupe ici, il faut avoir une orbite telle que la force de gravitation par ici, dans le référentiel tournant, compense exactement la force centrifuge. Non, pardon, pas compense exactement. Enfin, oui, pardon, si. Dans le référentiel, ça c'est vrai dans le référentiel tournant du satellite, mais on veut que ce soit le référentiel aussi de la Terre. C'est-à-dire c'est le référentiel tournant qui tourne avec la Terre. Donc on avait écrit tout à l'heure, évidemment je l'ai effacé, mais c'est pas grave, on avait donc moins Gm sur R, enfin on a ça égale V2. On avait ça en fait. C'est ça, hein, V2 égale Gm sur R. Non, il y a un demi. Non, bah, non, c'est ça, c'est ça. Ok. Oui. Oui. D'accord. Et on veut que le V, c'est ça, on veut que la vitesse angulaire du satellite soit la même que la vitesse angulaire de la Terre. Mais la vitesse angulaire, oui, enfin, donc par rapport
un référentiel linéaire. Donc, on veut que V sur R, Est-ce qu'on peut vitesse résoudre angulaire, soit égal à oméga de la Terre, celui qu'on a calculé juste avant, avec le jour sidéral. Et donc ça veut dire qu'on a V2 qui vaut oméga R2, donc on a Gm sur R cube qui vaut oméga T carré. J'ai remplacé V2 par R2 oméga T carré, donc c'est bon. Voilà. Et donc ça me donne R qui vaut Gm sur oméga T carré, le tout puissance 1. Voilà. Donc voilà l'altitude des satellites géostationnaires. Alors si vous calculez ça, alors c'est l'altitude, attention, c'est l'altitude au-dessus du centre de la Terre. Enfin, c'est pas l'altitude, enfin, c'est la distance au centre de la Terre. Donc il faut retirer 6400 pour avoir l'altitude au-dessus du sol. J'avais trouvé à peu près 42 000 km. Et donc ça fait genre 36 000 km. Non, 42, 36, et puis la surface, non? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est 36 plus les 6400. Vous avez raison. Enfin, alors à calculer, mais on a ça, c'est 6,7 10 moins 11 en SI. La masse de la Terre, c'est 6 10 24 kg. Et là, on avait dit qu'au carré, ça faisait à peu près 5 10 moins 9. Là, c'était ce truc-là, toujours en unité système international. Donc là, on a 6 x 6, 36 x 7, en fait, on a un peu plus de 40 ici. 40 x 10, 13, donc ça fait 4, 10, 12, divisé par 5, 19, 10 moins 9. On va dire que là c'était 5 aussi, donc on a du 10 puissance 21. Puissance 1 tiers, ça fait 10 puissance 7, et 10 puissance 7 mètres, ça fait 10 puissance 4 km, ça fait 10 000 km. Bon, c'est bourré d'un facteur, je ne sais pas lequel. Mais en tout cas, c'est l'ordre de grandeur. Enfin, il faut faire ça proprement. Ça devrait marcher. Je ne sais pas où je me suis bourré, ceci dit. C'est censé être ça, pourtant. C'est bizarre, il a l'air de nous manquer un facteur 3. Il n'y a pas un calcul qui manque, là. C'était bien ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah, calculez ça et... Bon, je ne sais pas où est l'erreur. Bon, enfin, c'est juste une application numérique. 4,3 10 puissance 7. Combien vous trouvez 43 millions de minutes. Combien 4,3 10 puissance 7. 4,3 17, c'est ça. Donc ça fait 17 mètres, donc ça fait 43 000 km. Donc c'est ça, moins les 6 000, enfin à peu de choses près, c'est ça. Donc mon évaluation était mauvaise. Okay. Monsieur, dans un exercice, c'est vraiment préjudiciable de prendre pour oméga T 24 sur 3, non? C'est pas très différent. Mais on n'aimera pas quand même. Un correcteur, il aime bien que vous sachiez la différence entre jours. La période de révolution de la Terre, c'est pas 24 heures. Ça, c'est par rapport au Soleil. C'est pas très différent, donc c'est pas non plus très grave. Hein, mais il faut que vous le sachiez. Ouais, si on prend 24, on peut faire l'hypothèse qu'on... Oui, enfin, la valeur si c'est pour la valeur numérique, ça ira bien. Parce que c'est pas très différent. C'est bien que vous sachiez que c'est pas très différent. Par contre, conceptuellement, on peut vous demander comme ça, à brûle pour point, c'est quoi le jour sidéral? Et là, il faut que vous sachiez que c'est la période de rotation d'un tour complet de la Terre sur elle-même par rapport aux étoiles, dans un référentiel linéaire. Et pas par rapport au Soleil. Ok, on s'arrête là? Donc, quelle heure est-il? 15 heures. Donc on a déjà fait 1 heure. Donc, soit on fait des exos, soit effectivement on fait un début de cours d'électrocinétique, et après on fait des exos dans le reste de la journée. On fait ça? Oui? 1, 2, oui? Option 2? Option. Ah ouais. J'ai pas noté... Bon, ça c'est juste l'application numérique. C'est R? Oui, c'est R.
C'est-à-dire, c'est la distance au centre de la Terre des satellites géostationnaires qui sont tous évidemment dans le plan équatorial. Parce que si on n'est pas dans le plan équatorial, évidemment, l'orbite est un cercle autour du centre. Donc, il y a un moment, on va, de toute façon, peu importe la vitesse angulaire, on va se retrouver, on va passer de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. Donc, on ne risque pas d'être à la verticale du même point. Donc, seuls les points sur l'équateur peuvent avoir un satellite géostationnaire au-dessus d'eux. Bon, ceci dit, c'est tellement loin, hein, 36 000 km au-dessus au-dessus de... On va un bon zoom. Ah, donc là, il y a 6 400 et là, il y a 36 000, grosso modo. Ah, donc c'est très très loin hein, par rapport à l'échelle de la Terre. Très 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 loin, hein, le satellite géostationnaire. Et sa vitesse est faible d'ailleurs. Hein. Du coup, elle est très... Enfin non, elle n'est pas faible. D'ailleurs... On n'a pas dit. Attendez. C'est vrai ça? Oui, bien sûr. La vitesse est, enfin, elle est quand même rapide. Elle est plus faible que s'il était plus près. Elle est quand même rapide. Mais ce que je veux dire par là, enfin, ce que je voulais dire en fait, quand j'ai fait ce dessin, c'est que donc, en gros, on est 6 fois plus loin que le rayon de la Terre. Donc à l'échelle, on est genre quelque part par là. Et donc, en fait, certes, on est à la verticale de ce point-là. Enfin, on voit toute la moitié de la Terre, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez faire des télécommunications de là à là par ce satellite. C'est pas plus difficile que de là à là. Un satellite géostationnaire. Donc certes, seuls les points sur l'équateur peuvent avoir vraiment un truc pile au-dessus d'eux. Enfin, tous les autres, ça marche aussi, parce qu'il y a toujours quelque chose dans le champ de vue. Enfin, c'est pas au zénith, c'est à côté, mais il y est tout le temps. Donc ça reste quand même, et même pour Paris, il y a un satellite géostationnaire, enfin les satellites géostationnaires qui sont là, ils sont au-dessus de Paris, quoi. Ils sont juste inclinés, enfin vers le sud. Voilà. Et ça passe au-dessus. D'accord, ça vise le sud. Là. Mais il est toujours là, toujours. Donc on peut s'en servir comme relais en permanence pour les télécommunications. Ok, alors, c'est bon, plus de questions là-dessus? Si? Tout à l'heure, vous avez fait un petit schéma, je suis pas sûr là. Là, c'était dirigé vers le soleil, ouais. Donc par exemple, c'est midi, c'est un... Ouais. D'accord. Là, donc c'était parallèle que vous l'aviez fait avec Oui, c'est ça. C'est-à-dire, quand on fait un tour complet sur soi par rapport aux étoiles, on revient là. Ouais. Mais vous voyez qu'on n'a pas encore assez tourné pour qu'il soit à nouveau midi. Donc il n'est pas tout à fait midi. Mais on part pas du Donc il tout. faut rajouter un petit peu plus. Ok. J'ai peur. Allez.